Donald Trump n'arrêtera pas la guerre avant que le régime iranien soit vaincu et défait. Il n'entend pas arrêter la guerre de quelque façon que ce soit. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Guy Millière. Guy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Las Vegas depuis plusieurs années. Vous analysez, on peut dire, avec assez de clairvoyance, l'attitude du président américain qui n'est pas facile à décrypter, il faut bien l'avouer. Ici, parfois, on est un peu dérouté par les positions de Donald Trump. Je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre qui se cache derrière l'attitude actuelle du président américain. On va poser la question clairement, est-ce qu'à votre avis, le président américain s'est engagé de manière irréversible sur la voie d'une négociation qui pourrait aboutir à un accord? Est-ce qu'il est prêt à arrêter la guerre de manière unilatérale? Ou alors, au contraire, on va dire l'arrivée de plusieurs milliers de Marines américains dans le Golfe Persique laisse présager d'une offensive militaire américaine? Je pense que beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet relèvent de l'intoxication, voire de la désinformation. Donald Trump n'arrêtera pas la guerre avant que le régime iranien soit vaincu et défait. Il n'entend pas arrêter la guerre de quelque façon que ce soit. Et ceci pour une raison très très simple, et il l'a dit plusieurs fois dans ses messages, le régime iranien est un régime absolument irréformable, c'est un régime répugnant, c'est un régime criminel et c'est un régime qui doit disparaître. Ces propositions de négociation et le fait de dire qu'il discute avec des gens du régime, c'est une manière de semer la confusion au sein du régime. Actuellement, je pense que beaucoup de gens au sein de ce qui reste du régime iranien, et le régime iranien est beaucoup plus touché qu'on a tendance à le dire, je pense que le fait de dire cela, ça sème effectivement la confusion à l'intérieur du régime, et je pense que c'est très bien de semer la confusion. Cette confusion lui permet de diviser ce qui reste du régime, mais ça lui permet de préparer les opérations militaires ultérieures, et les propositions qu'il a pu faire en matière de négociation sont des propositions qui relèvent de la capitulation. Il demande la capitulation du régime. Si l'on regarde ces propositions en détail, on voit que les 15 propositions qui ont été énoncées consistent à demander au régime à renoncer totalement et de manière vérifiable à ses activités nucléaires, à se débarrasser des 450 kilos d'uranium enrichi à 60%. Elle consiste aussi à demander au régime de quasiment renoncer à son programme de missiles et de renoncer à financer les organisations terroristes qu'il finance encore, Hezbollah, Hamas, milices Houthis. Donc c'est une capitulation que demande Donald Trump, et cette capitulation est tout à fait légitime. Ce qui est regrettable, c'est que ce ne soit pas dit dans le contexte français, et que dans le contexte français, on ne rappelle pas Alors, que c'est un régime abominable et que ce régime est un régime criminel à but génocidaire. Alors Si on on va revenir Guy sur la France et sur l'Europe, l'attitude de la France et de l'Europe. Mais avant cela, je voudrais essayer de comprendre encore. Vous nous l'avez bien expliqué. Il se dirige vers, on va dire, vers une offensive militaire. Le fait, par exemple, qu'il ait modifié, on va dire, les négociateurs, que ce ne sont plus le tandem, ce n'est plus le tandem Witkoff-Kushner, mais plutôt J.D. Vance qui ait été projeté à la tête des négociations. Nous, ici, vu d'ici, on pensait, certains analystes disaient, c'est la preuve que J.D. Vance, c'est quand même l'isolationnisme, c'est la preuve que Trump a changé, si je peux dire, son fusil d'épaule et a choisi d'aller vers une fin de la guerre. Mais je dirais que ce qu'on a tendance à dire dans le contexte francophone me semble très largement erroné. Je dirais que ça ressemble à ce que l'on trouve aux États-Unis sur les chaînes de gauche comme CNN, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on dit sur les chaînes conservatrices et qui soutiennent Donald Trump. Sur ces chaînes, on dit ce que je viens de dire, et je dirais que fondamentalement, l'essentiel des gens qui parlent aux États-Unis dans le camp Donald Trump disent qu'il n'y a pas vraiment de négociation. D'ailleurs, les Iraniens nient
l'existence de Oui. négociations. Et je dirais que je ne vois pas ce qu'il y aurait à négocier de toute façon. Le régime campe sur ses positions. C'est un régime fanatique, il n'y a rien à en attendre. Le régime est un régime de menteurs. Je dirais que toute négociation avec ce régime serait totalement inutile. La seule possibilité d'agir face à son régime, c'est de lui demander la capitulation et s'il ne capitule pas, de l'écraser. Je dirais que ce régime ne doit pas survivre et je dirais que l'essentiel des dirigeants américains du côté de Trump comprennent que ce régime ne doit pas survivre. D'ailleurs, il y a quelque temps, Donald Trump a dit on ne mène pas les opérations qu'on mène en ce moment pour les recommencer dans quelques années. Oui. Il est évident que si le régime avait le moindre répit, il essaierait de reprendre ses obsessions, destruction d'Israël, annihilation du petit Satan, annihilation, si possible, du grand Satan. Le programme nucléaire reprendrait tôt ou tard et le programme de missiles reprendrait aussi. Alors, est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment que la politique que mène actuellement le président américain, elle est suivie massivement dans le camp républicain et peut-être aussi un peu du côté des démocrates, ou alors même dans le camp des républicains, il y a des critiques? Non, il y a des critiques très très marginales dans le camp républicain. Il s'est dessiné ces derniers temps dans le camp républicain un courant isolationniste et antisémite qui est incarné très largement par Tucker Carlson, qui était un présentateur conservateur et qui a basculé dans la direction de l'antisémitisme, de l'éloge de l'islam et qui dit des ignominies sur Israël constamment. Mais Tucker Carlson, bien qu'il ait une audience parce qu'il était longtemps sur Fox News, est très marginalisé. Les derniers sondages qui ont été faits aux États-Unis montrent que ceux qui font partie de ce que l'on appelle le camp MAGA sont à 100% derrière Donald Trump. Du côté des républicains, en général, on dépasse les 80%. Du côté des démocrates, c'est très très différent. Le Parti démocrate, il importe de bien le comprendre, n'est plus le même parti qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est devenu un parti d'extrême gauche et ce parti, hélas, glisse vers l'antisémitisme et est prêt à tout pour faire échouer Donald Trump. Alors, on va parler maintenant de l'Europe et en particulier de la France. On voit que les Français, les Européens sont passifs à ces développements sur le terrain dans le Golfe Persique. La France, quel aurait été le rôle que la France aurait pu jouer? Est-ce que par exemple, elle aurait pu, par exemple, depuis le 7 octobre 2023, renforcer par exemple l'armée libanaise, peut-être pour lui donner la capacité de lutter contre le Hezbollah? Elle aurait pu être plus active au Liban qu'elle ne l'a été à travers des paroles. Quel est à votre avis, comment vous expliquez actuellement, aujourd'hui, la passivité de la France et de l'Europe dans ce conflit? Je vois dans cette passivité beaucoup de lâcheté et un manque d'éthique quand on a affaire à un régime aussi abject que le régime iranien. La position qu'on doit prendre doit être fondamentalement une position éthique, même si la France n'avait pas mené la moindre action, même si elle n'avait pas décidé de renforcer par exemple l'armée libanaise, comme vous venez de le dire, la France aurait au moins pu prendre une position digne. Le discours que j'entends très largement en France, c'est un discours disant cette guerre n'est pas la nôtre. Si cette guerre est celle de tout le monde démocratique, puisqu'on a affaire à un régime qui est une menace pour l'ensemble du monde démocratique. Et refuser de prendre position, c'est déjà prendre position et dire que cette guerre n'est pas la nôtre est une attitude de lâcheté. Et d'ailleurs, Donald Trump la prend pour une attitude de lâcheté et il a dit qu'il y aurait sans doute des conséquences pour les pays d'Europe qui sont sur cette position. Et vous, Guy, vu des États-Unis, vous avez ce sentiment que l'Europe est totalement démobilisée, qu'elle est incapable on va dire, de mener un combat quelconque face au mal, on va dire, avec un grand M? Ben, je dirais que c'est l'impression que j'ai. Je dois dire que lorsque je regarde les chaînes de télévision françaises, lorsque j'entends parler les hommes politiques françaises, j'entends essentiellement le discours que je viens d'énoncer. Et ce discours me paraît absolument lamentable. C'est un discours qui me paraît aveugle et porteur d'aveuglement. Quand on a affaire à quelque chose qui oppose deux démocraties, Israël et les États-Unis, pour des raisons tout à fait légitimes, à un régime absolument abominable
abominable, totalitaire, à but génocidaire. Et quand on sait que ce régime essayait de se doter de l'arme atomique qui lui permettrait de se sanctuariser et donc de financer encore davantage le terrorisme islamique, le régime iranien est le principal financier du terrorisme islamique mondial. Quand on prend cette attitude, c'est une attitude que je trouve lamentable. Je dirais que la France a eu dans son passé des épisodes tristes à l'époque ou lamentables à l'époque du maréchal Pétain, et je dirais que la façon dont la France se comporte actuellement m'y fait penser. Une dernière question, il nous reste une minute véritablement. On va dire l'association, la coopération, la collaboration entre Israël et les États-Unis actuelle sur le plan militaire, elle vous impressionne? Comment on voit dans des milieux républicains aujourd'hui cette alliance entre les deux pays? On la voit comme une alliance absolument remarquable. Je dirais que pour avoir mené toutes les opérations qui ont été menées depuis le début, il importe d'avoir une coordination, une synergie qui sont absolument extraordinaires. Je pense que cela continuera. Je pense que tous les discours défaitistes sont des discours complètement erronés. Je dirais que si l'on regarde les choses en face, l'Iran a subi énormément de dégâts. On n'arrête pas de le rappeler, on ne le dit pas assez en France. Et je pense que dans le camp républicain, de manière large, aux États-Unis, c'est ce que l'on pense. On est plein d'admiration pour les chefs militaires et plein d'admiration pour les chefs militaires américains et israéliens. Et on est très content de cette coopération. Et je dirais que cette coopération, je pense, va continuer et à porter ses fruits. Je pense que le régime iranien ne survivra pas davantage que quelques semaines désormais. Et tous ceux qui parlent de défaite sont des gens qui pratiquent le défaitisme actif, et c'est eux aussi qui seront vaincus. Eh bien, Guy Millière, merci beaucoup de nous avoir clarifié cette position du président Trump que l'on a parfois du mal à décrypter. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en direct de Las Vegas. Merci. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes géopolitologue, écrivain, on va dire proche du mouvement néoconservateur, bien entendu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir permis de mieux comprendre la position du président Donald Trump ici à Jérusalem. Bonne journée et bonne nuit, puisqu'il est encore 10h du soir à Las Vegas. Bonne nuit et bonne continuation. À bientôt, Guy. Merci beaucoup.